des études de droit, sans préciser les dates, etc., il n'y a que très peu d'enseignants dont on se souvient vraiment. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir des cours de droit par le professeur Pierre Gauthier. Et donc, quand je lui ai proposé d'intervenir sur ce sujet qui le passionne, pour être membre de la fameuse commission, donc être rédacteur du sujet dont on va parler ce soir, et qu'il a dit oui, bah, je vous avoue que j'avais l'impression quelque part que le cercle était bouclé, que la ronde était faite. Donc je remercie chaleureusement monsieur le professeur Pierre Gauthier d'avoir accepté d'être parmi nous ce soir. Et je pense qu'il n'y a pas meilleur que lui pour présenter cette réforme. Ainsi, avant d'introduire le plan de la soirée et son déroulé, je passe tout de suite le bâton de la parole au professeur Pierre Gauthier. Je suis très touché par vos mots et je suis content de la brillante carrière que vous faites. Ce sont les investissements d'un professeur de droit. J'ai été agrégé tout jeune, je le rappelais tout à l'heure, et j'étais avocat, j'étais tout jeune avocat, et donc j'ai sacrifié une carrière au barreau pour devenir professeur. Je ne le regrette pas. Alors, c'est vrai que cette réforme a été une entreprise assez titanesque, faite dans des conditions difficiles, sur une partie du Code civil qui n'avait pas été retouchée depuis 1804. Hein. Alors pourtant que les contrats spéciaux, et tout particulièrement l'entreprise, ont un rôle essentiel évidemment dans la vie quotidienne. Je rappelle toujours aux étudiants que c'est à partir d'eux que le droit des obligations s'est construit. Le droit des obligations, ça n'est rien d'autre qu'une réflexion approfondie sur les contrats spéciaux. La commission Portalis, que je vénère et que je cite dans tous mes cours et séminaires, quels qu'ils soient, n'avait cependant pas fait peut-être l'effort qu'il fallait ou porté l'intérêt qu'il fallait au contrat d'entreprise, le louage d'ouvrage, car ça ne se l'appelle pas le contrat d'entreprise. On a évidemment l'étymologie et le vocabulaire venant du droit romain, car l'essentiel des contrats spéciaux sont sortis du droit romain il y a 2000 ans. La locatio aperis, il n'y avait que quelques articles dans le Code civil. Alors que dans un contrat comme la vente ou d'autres contrats spéciaux, c'était beaucoup plus fourni. Cependant, le contrat d'entreprise, que ce soit en matière mobilière ou immobilière, a évidemment un rôle de premier plan, qu'il porte sur des objets corporels, qu'il porte sur l'incorporel, qu'il se rattache à notre vie contemporaine la plus technologique. On nous ressasse, on nous rebat les oreilles pratiquement toutes les heures sur l'intelligence artificielle. Eh bien, c'est du contrat d'entreprise. Et toutes les conventions qui vont être conclues, en tout cas au départ, au début de la chaîne, c'est du contrat d'entreprise. C'est la raison pour laquelle c'est ce contrat sur lequel se sont penchées 2 commissions successivement. Et j'ai eu l'honneur et la charge, parce que ça a pris du temps, d'être dans la première commission sous l'égide de l'association Henri Capitan, association éminente et à l'origine de plusieurs modifications importantes du Code civil. Et puis la commission présidée par Philippe Stoffelmunk, où il y avait avocats, magistrats, professeurs d'université. Et nous avons travaillé d'arrache-pied sur le dossier et sur le contrat d'entreprise.
Le travail a été remis. Alors, je fais une petite publicité supplémentaire. Je vous signale que la LGDJ a sorti il y a quelques jours un texte issu d'un colloque qui s'était déroulé à la Cato sur l'avant-projet de réforme qui est très complet. Voilà. Donc, d'ailleurs, je pourrais peut-être m'en servir lors de nos débats. L'importance du contrat d'entreprise, eh bien, elle a été marquée aussi lorsque nous avons remis notre travail à M. Dupond-Moretti, toujours garde des Sceaux, et lorsqu'il a fait un discours pour nous remercier, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un an, je ne sais pas exactement où ça en est maintenant, il nous a annoncé, j'étais un peu surpris, que premièrement, il y aurait probablement la réforme à la découpe. Je vais prendre une analogie avec le droit immobilier, la vente à la découpe. Une réforme à la découpe qu'il envisageait, que lui et la direction des affaires civiles envisageaient non pas de promulguer l'intégralité du projet, mais peut-être de commencer par quelques contrats, les uns après les autres. Et aux surprises, il a annoncé le contrat d'entreprise en premier. Alors, c'est assez impressionnant et c'est le symbole. Alors, avant de rendre la parole à Juliette et puis évidemment de répondre et de dialoguer surtout avec les spécialistes qui vont poser des questions, je voudrais simplement vous donner la philosophie qui a été celle de la commission, des deux commissions, d'ailleurs Capitan, puis la commission proprement désignée par la chancellerie, qui est la philosophie du droit, ne pas tout bousculer, conserver au maximum les traditions quand elles peuvent l'être, avoir évidemment cette continuité, sachant que c'est vrai que le contrat d'entreprise, il y avait beaucoup à construire. Les codificateurs de 1804 s'étaient inspirés pour l'essentiel de Potier, bonne source, bonne lecture, mais il y avait évidemment un certain nombre d'insuffisances. Nous avions aussi à décider, trancher s'il fallait codifier ou non la jurisprudence et laquelle et sur quel point. Il y a des questions qui vont m'être posées, si j'ai bien compris, à ce sujet. Le législateur, si tant est qu'on puisse conserver ce mot noble et un peu vague, n'est pas là pour codifier la jurisprudence. Il doit d'abord réfléchir et ensuite prendre sa plume, le cas échéant. Et puis aussi, et ça va être dans les questions qui vont nous être posées, il y avait le rapport avec l'ordonnance du 10 février 2016, parce que nous avons évidemment eu cette réforme du droit des obligations de 2016. Or, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, là, les obligations, ça n'est rien que le fruit du droit des contrats spéciaux. Et alors l'ordonnance est une sorte de panachage de projets divers et variés, avec un final cut qui a été fait, d'ailleurs, on ne sait pas très bien par qui. Et l'ordonnance a mordu sur un certain nombre de contrats spéciaux. Elle a mordu sur les avant-contrats qui relèvent pour l'essentiel des contrats spéciaux. Elle a mordu sur des questions importantes, notamment le prix, dont on parlera tout à l'heure, et pas toujours de façon heureuse. Donc il fallait savoir si nous avions l'occasion de revoir, de remettre sur le tapis un certain nombre de questions essentielles qui touchent directement les contrats spéciaux et plus particulièrement le contrat d'entreprise. Dans la commission, nous avions à chaque séance, on a eu 25 séances, je le disais à Juliette tout à l'heure, 25 séances d'une demi-journée, donc à chaque séance, il y avait, y compris pendant le virus, il y avait un représentant de la chancellerie, de la direction des affaires civiles, donc ça ne plaisantait pas. Et les quelques fois où nous avons voulu revenir sur un article de l'ordonnance de 2016, régulièrement, c'était non, on ne touche pas à ce monument, fût-il récent. Donc tout ça a été extrêmement animé, mais je le répète,
tant sur le fond que sur la méthodologie, on a voulu rester dans la tradition. Et une des traditions du code de la commission Portalis, c'était le génie des définitions des contrats, définition des concepts, énoncé des obligations respectives. Et donc nous avons essayé d'être les plus proches possibles de ce modèle du droit français qui nous vient, je le répète, du droit romain, en passant par Domat, Potier, Portalis, etc. Et nous avions un dernier obstacle qui n'était pas le moindre, évidemment, c'était la résistance au droit de l'Union européenne, qui est de plus en plus envahissant, vous le savez, il s'est emparé de la totalité du droit de la consommation. Et sur des définitions comme l'entreprise et la prestation de services, la Commission et le Parlement d'ailleurs sont extrêmement actifs. Donc nous étions cernés, mais nous avons résisté et nous verrons ce que nous en tirerons, y compris à l'occasion du débat de ce soir. Merci. Merci beaucoup. Alors nous, on en fait tous les jours du contrat d'entreprise, que ce soit pour ceux qui font du conseil. Qu'est-ce qui se passe sur un chantier? Comment est-ce qu'on négocie les travaux supplémentaires? Est-ce que le prix doit être validé? Est-ce qu'on doit avoir d'abord un accord sur le prix du maître d'ouvrage avant de faire? Comment est-ce qu'on fait pour les décomptes de fin de chantier? Comment est-ce qu'on souscrit une police d'assurance par rapport à son activité? Toutes ces questions-là, on les a en phase conseil, mais on se les pose aussi en phase de contentieux, puisque le contrat d'entreprise est omniprésent, que vous soyez pour des entrepreneurs ou des sous-traitants ou des maîtres d'œuvre. Ce contrat est partout. Et pourtant, à la lecture des dispositions du Code civil, telles qu'elles existent aujourd'hui, en ce compris le volet incrustation de la loi de 75 sur la sous-traitance dans le corpus du Code civil, mais on n'avait pas un ensemble très homogène, voire très précis. Donc de ce point de vue-là, la réforme, me semble-t-il, apporte un soulagement, en tout cas je le conçois comme ça. Nombreux sont ceux qui ont dit c'est une codification de la jurisprudence, pas que. Et c'est justement la plupart des questions qui se posent aujourd'hui. Alors, d'un point de vue méthodologique, il m'aurait paru assez rébarbatif de voir les articles les uns après les autres et on n'avait pas le temps de le faire. Plutôt que de faire ça, on s'est dit, tiens, on va challenger le boss et on va le confronter à des praticiens qui vont poser leurs questions dans le déroulement des choses. D'abord, qu'est-ce que ça change au niveau du prix et quels problèmes cela pose? C'est Manon Broge, avocat au barreau de Paris, qui va interroger le professeur Pierre-Yves Gauthier sur ce point. Ensuite, quelles vont être les conséquences dans le domaine de la promotion immobilière, c'est-à-dire pour les promoteurs immobiliers qui vendent du contrat de promotion immobilière, de la vente d'immeubles à construire, du contrat de construction de maisons individuelles, mais qui eux aussi, en tant que promoteurs, utilisent le contrat d'entreprise tous les jours parce qu'ils ont énormément besoin de sous-traitance. Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que ça va être un outil agile pour eux, pour reprendre un terme à la mode? C'est Timine Nguyen qui va poser ces questions au professeur Pierre-Yves Gauthier. Et enfin, sur l'exécution du contrat d'entreprise, qu'est-ce qui va se passer? Quelles vont être les règles pour la co-traitance, puisque ça fait partie d'une des grosses innovations du projet de réforme? Quelles vont être les règles pour la sous-traitance, autre grande innovation de la réforme à venir? Eh bien, c'est notre confrère Gaël Balavoine, ancien bâtonnier du barreau de Caen, qui va interroger le professeur Pierre-Yves Gauthier. Et puis enfin, on ne le présente plus, mais on dit quand même qui c'est. Notre confrère Michel Vautier, qui préside la commission responsabilité et assurance à notre ordre, que vous connaissez certainement, va interroger le professeur Gauthier sur les responsabilités. Est-ce que les nouvelles règles du projet vont changer nos règles de responsabilité telles qu'on les connaît, que ce soit sur le volet des responsabilités obligatoires, des régimes obligatoires? Pour exemple, tout le monde en a entendu parler, les éperses auraient vocation à disparaître. Et puis enfin, le meilleur pour la fin peut-être, quelles vont être les conséquences en matière assurantielle, c'est-à-dire une fois qu'on arrive au bout de la chaîne, est-ce que ça ne va pas quand même un tout petit peu modifier nos règles sur la RC décennale obligatoire et l'assurance dommage ouvrage? Eh bien c'est Madame Marie-Laure
Villemotte, qui va nous en parler ce soir, qui est responsable de l'indemnisation construction chez Allianz. Je passe tout de suite la parole à Manon Brouge. Merci. Alors déjà, je suis ravie d'être à vos côtés. Je trouve ça complètement exceptionnel de pouvoir vous interroger et vous poser nos questions. Alors, l'avant-projet de réforme, avant toute chose, elle frappe par ses innovations et l'on ne peut que vous en féliciter, j'aurais tendance à dire. Cet avant-projet de réforme innove quant aux dénominations contractuelles, mais il en va aussi du contenu du contrat et plus particulièrement du prix dans le contrat d'entreprise. Si l'on repart de la définition du contrat d'entreprise, c'est un contrat synalagmatique conclu à titre onéreux. Et là, je m'arrête. Le premier article, l'article 1790, dispose, donc 1756 de l'avant-projet de réforme, dispose que le contrat d'entreprise peut être gratuit ou onéreux. Ça interroge tout de suite le contrat conclu à titre gratuit. Dans l'esprit de, toujours je cite Portalis, dans l'esprit de Portalis, la loi doit être le plus générale possible et abstraite, et pour l'avenir, poser des règles qui seront utilisées ou pas. Et certains, dans la commission, je dois dire que je ne tenais pas pour ma part particulièrement à ce qu'on mentionne qu'il pouvait être gratuit, mais il y a des cas où une personne peut rendre service à une autre sans rémunération. Est-ce que c'est un contrat d'entreprise ou est-ce que c'est un contrat innommé ? À partir du moment où c'est une ouverture qui peut-être dans l'avenir peut se développer dans la convivialité de nos sociétés, qu'on espère la plus importante possible, on a évoqué la gratuité, mais aussitôt pour énoncer dans l'alinéa 2 qu'il est présumé onéreux. Donc voilà, la gratuité, c'est une sorte d'hommage à la solidarité. On verra. D'accord, je vous remercie. Il est des opérations complexes parfois où on hésite entre la qualification du contrat d'entreprise et la qualification du contrat de vente, par exemple. Alors, à la différence de ce qui est pour la vente, le contrat d'entreprise n'est pas frappé de nullité pour la seule raison que les parties ne se sont pas entendues sur le prix au jour de l'échange des consentements. Alors peut-être que cette seconde question pourrait s'éloigner un petit peu du sujet de ce soir, mais je ne crois pas, puisque ce projet de réforme est un tout indissociable, même si apparemment, je viens de l'apprendre, la réforme va être publiée par contrat, peut-être. Donc du coup, je m'interroge, puisque dans l'avant-projet de réforme, il est dit que si le prix n'est ni déterminé ni déterminable, alors la vente est nulle et de nullité absolue. Donc à bien comprendre, la théorie classique sur la gravité des vices sera donc définitivement abandonnée. Alors d'abord, ce n'est pas sûr. Ensuite, je vais essayer de ne pas trahir les délibérés de la commission, qui sont pour l'essentiel confidentiels, mais sachez que les membres de la commission, donc je vous ai indiqué à peu près quelles étaient leurs professions. Il y avait de fortes personnalités. Les débats ont été animés, parfois houleux. On avait créé des sous-commissions binômes pour commencer à travailler sur défricher le terrain sur chaque contrat, et puis ensuite on travaillait en plénière. Je dois vous dire que sur la nullité absolue, je n'en suis pas totalement convaincu. C'est vrai que la jurisprudence est fondée sur la nullité relative et s'inscrit assez bien d'ailleurs dans le droit des obligations, c'est-à-dire une nullité favorable à celui qui est directement concerné, une nullité de protection. Ce projet, de toute façon, est amené à évoluer. La chancellerie attend des observations de la part des professionnels. Vous pouvez faire savoir par tout moyen que vous n'êtes pas d'accord. Faites-le, parce que ça n'est pas gravé dans le marbre que ce soit une nullité absolue. Voilà. D'accord.
Alors, une autre des innovations phares de cet avant-projet de réforme, bien que déjà reconnu par la jurisprudence, c'est que le contrat d'entreprise se forme par le seul accord de volonté des parties sur l'ouvrage à réaliser. Si on rentre un peu plus dans le vif du sujet, le prix serait sur les explications théoriques et pratiques du Code civil de 1875, et là je vais citer, le résultat du calcul et de la spéculation, alors que les honoraires récompensent, et je cite encore, le fruit du dévouement et de l'amour pour le vrai. Qui est-ce que vous citez là? Dites-moi qui est-ce que vous citez. Je cite les explications théoriques et pratiques du Code civil. Je ne l'ai pas noté. Marcadet. Marcadet. Voilà. Un avocat au conseil. Je vous remercie. Alors, à l'aune de l'article 1762, c'est l'autre, voilà, qui est affiché derrière, il est prévu la réduction des honoraires dans le cas où le montant fixé serait excessif. Alors, le premier point sur lequel je m'interroge, c'est l'absence de définition du mot honoraire, puisque la règle me paraît d'ordre public. J'ai cru comprendre que vous aviez eu des discussions, mais que vous n'aviez pas réussi à vous mettre d'accord entre vous sur une définition. Non, effectivement. La question, ça a été très débattu, et c'est de la sociologie et de l'économie. Quels sont les cas où les problèmes de révision des honoraires peuvent être effectués? Alors, on a peut-être été trop attaché à la jurisprudence. La révision du prix dans le contrat d'entreprise, on est tombé très vite sur les professions intellectuelles. D'où le terme d'honoraire, qui est un mot attaché aux avocats, aux architectes, aux médecins, aux experts, etc. Là non plus, ça n'est pas intangible. Et puis, n'oublions toujours pas, et là encore Portalis l'a très bien dit dans son discours préliminaire, à supposer que ces textes passent sans modification, ou avec modification, peu importe, il y aura le travail d'interprétation de la part des professionnels, des juristes d'entreprise, des avocats, qui porteront leur interprétation devant les juges. Car ne pas oublier que la jurisprudence, ça n'est rien d'autre que les arguments dégagés par les juristes d'entreprise et les avocats dans nos domaines. Donc voilà, honoraire, c'est vrai que ça n'a pas été facile. Le terme est peut-être trop typé. D'accord. En tout cas, la consécration de cette disposition, elle est louable, puisque la mauvaise foi du co-contractant, elle est remplacée par la preuve du caractère excessif. Néanmoins, je comprends de cet article qu'il n'y a que le cas de l'honoraire excessif qui a été envisagé et pas le cas de l'honoraire dérisoire. Est-ce que vous pensez que vous allez avoir de nouveaux échanges sur ce sujet ? Alors, je souhaite que vous fassiez part par tout moyen de vos observations, parce qu'elles sont très pertinentes. Et il y a certains points qu'on n'a pas vus, je le dis, voilà. Sur la question dérisoire, alors d'abord, la réduction des honoraires par la révision des honoraires par le juge, c'était pas lié à, ça pouvait parfois être lié à la mauvaise foi ou à l'inexécution, mais c'était pas lié. La jurisprudence telle qu'elle existait depuis longtemps, les premiers arrêts de la Cour de cassation, c'est au début du XXe siècle. Elle était fondée sur un critère objectif. Et Capitan l'avait très bien, Henri Capitan l'avait très bien relevé. Donc, peu importe la bonne ou la mauvaise foi, la question c'était de l'excès. Donc là, on a plutôt codifié qu'autre chose. Et ça n'est pas lié non plus à l'inexécution. Dans l'ordonnance de 2016, il y a un article 1223 qui n'est pas bien rédigé, qui évoque la réduction du fait d'une mauvaise exécution. C'est pas notre sujet. Là, c'était vraiment un critère objectif. Le travail a été fait, mais le prix est excessif. Donc, en fait, là, pour le coup, on a vraiment codifié la jurisprudence sous réserve de cette discussion sur les honoraires. Et sur votre deuxième question, donc c'est la réduction, ça n'est pas l'augmentation. Alors, on n'y a pas pensé. Enfin, je n'ai pas souvenir qu'on ait une discussion là-dessus.
Je pense que vraiment, il faut le faire savoir. Ma réponse, simplement, c'est que, d'abord, n'oubliez pas qu'il y a l'article 1169 du Code civil. Je l'ai là, si vous voulez. Voilà. Qui prévoit la nullité lorsque la contrepartie est dérisoire. Simplement, c'est la nullité. C'est l'étape beaucoup plus radicale. Ça n'est pas, alors que dans la révision du contrat, c'est... La nullité n'est pas envisagée. Non, c'est juste une réduction. Donc, je pense que c'est une suggestion que vous pouvez faire. La notion d'excessif ou dérisoire, on l'a sur la clause pénale, par exemple, mais ce n'est pas notre sujet. Donc, votre suggestion, c'est de bilatéraliser la révision. Et c'est une très bonne suggestion. Je vous remercie. Invitez-moi la prochaine fois. Non, mais Au prochain échange. Savoir... Alors, outre la place du prix dans le contrat qui est vraiment très, très importante, la seconde grande innovation, à mon sens, c'est l'office du juge en matière de prix. Je comprends que l'office du juge se fait à rebours de la faveur faite à la liberté contractuelle dans l'appréciation que j'ai eue du texte. L'article 1760 de l'avant-projet de réforme prévoit le cas de l'indétermination du prix. En droit commun, nous avons l'article 1165 du Code civil qui admet la fixation unilatérale du prix lorsqu'il n'a pas été fixé au moment de la conclusion du contrat. À l'inverse, cet article 1760 prévoit qu'en cas d'indétermination, la fixation du prix peut être demandée judiciairement. Mais du coup, je m'interroge sur la combinaison éventuelle qui doit être faite entre ces deux articles, puisque est-ce que cela voudrait dire que le cas de l'absence d'accord sur le prix se confond avec celui de la fixation unilatérale ? Je peux vous donner un exemple ? Alors, par exemple, en pratique, lorsque le montant n'a pas été fixé et que, par exemple, un entrepreneur va envoyer une facture à un client, alors cela pourrait être considéré comme une fixation unilatérale du prix, ce qui reviendrait pour le client à soit payer, soit contester. Et dans ce cas-là, l'entrepreneur serait donc obligé d'agir judiciairement pour demander l'exécution forcée du paiement de sa prestation. Mais alors, comment est-ce que le juge va pouvoir interpréter ce cas et quelles questions est-ce qu'il va être amené à se poser ? Puisque j'ai l'impression que c'est donner quand même un pouvoir très important au juge qui semble complètement annihiler la faculté de la fixation unilatérale du prix. Alors... D'abord, cet article 1165, il est très mal rédigé. Il est le fruit de la codification de la fameuse jurisprudence de l'Assemblée plénière. Et il nous a semblé qu'il serait plus simple de considérer, là encore, sociologie, économie, celui qui a effectué la prestation, que ce soit un service ou la production d'un objet corporel ou incorporel, mobilier ou immobilier, fixe un prix, l'autre est d'accord, ou la plupart du temps l'autre sera d'accord, la sociologie. En revanche, l'autre n'est pas d'accord. Le juge est saisi selon les règles de plus en plus souples du Code de procédure civile. Et c'est lui qui sera amené à trancher. Ça m'a toujours semblé, pour ma part, la solution la plus simple. Et avec M. Mallory, qui est mort il y a quelques années, et Laurent Hénès, qui sont mes co-auteurs du droit des contrats spéciaux, nous sommes les trois en doctrine, mais les trois seuls, parce que la commission, j'ai essayé de le faire passer, mais ce n'est pas passé, qui considérant que ce système consistant dans l'hypothèse où il y a une contestation sur le prix, que le juge soit amené à le fixer lui-même, probablement le plus simple. Donc le juge tranchera. Et au fond, ça revient pratiquement au même, parce que si l'autre partie, le débiteur du prix, est amené à contester ce qu'a fixé le créancier,
ça va, de toute façon, ça va aller devant le juge. Et autant demander au juge de déterminer lui-même le prix plutôt qu'utiliser cette formule reprise de la jurisprudence sur l'abus dans la fixation du prix qui de toute façon ne donnerait lieu qu'à des dommages-intérêts. Il est très mal fait cet article 1165 et en réalité on voudrait qu'il soit abrogé. D'accord. Voilà. Je vous remercie pour cet échange. Je ne peux pas m'empêcher de rebondir sur l'article 1762 sur 2 points. Le premier, c'est que en pratique, c'est plutôt côté entreprise que le prix est dérisoire, surtout en ce moment, et rarement côté maître d'ouvrage. Et le second point, c'est de dire que la nullité du contrat, qu'on connaît, puisqu'il y a un certain nombre de contrats réglementés type CCMI et VEFA qui imposent beaucoup de nullité puisqu'on essaye de protéger les accédants à la propriété, est une sanction qui me paraît très mal adaptée au monde de la construction, puisque la plupart du temps, quand le procès arrive et que les demandes se font, il y a déjà des fondations, du hors d'air, du hors d'eau, et les conséquences de la nullité sont très compliquées à mettre en œuvre. Voilà, c'était juste oui, pour... non, mais il faut éviter le plus possible la nullité et maintenir la validité du contrat et bilatéraliser. Ça, vous avez raison, mais il faut le suggérer. Ça n'est pas gravé dans le marbre, hein. Ça ne va pas être publié demain au JO. Hein. Donc, il faut suggérer publiquement. Ça tombe bien parce que je crois que Gaël Balavoine a aussi des suggestions à faire. Merci. Je remercie tout d'abord Juliette Mel de m'avoir convié pour cette formation. C'est un plaisir d'intervenir devant vous aujourd'hui. J'ai un peu d'émotion de faire cette intervention aux côtés et de pouvoir challenger, pour reprendre l'expression de Juliette, le professeur Gauthier, on parlait de fondation tout à l'heure, mais qui m'a donné mes fondations en droit, puisqu'il m'a enseigné le droit des obligations il y a quelques années maintenant à l'université de Caen. Voilà. Oui, alors j'ai pour mission d'aborder avec le professeur Gauthier l'exécution dans la réforme du contrat d'entreprise. Alors le projet de réforme qui nous est présenté retient une approche chronologique du contrat d'entreprise. Volontairement, je crois, vous avez fait le choix d'écarter une présentation qui aurait pu consister à distinguer les obligations de l'entrepreneur de celles du maître d'ouvrage. Et ce, en raison de l'imbrication qui existe dans, justement, la réalisation du contrat d'entreprise. Alors, le projet aborde tout d'abord la phase réalisation de l'ouvrage, c'est les articles 1763 à 1773 du Code civil, puis ensuite la phase fourniture du travail, la réception, articles 1774 à 1778. Alors, première question, qui va peut-être vous paraître anecdotique, mais qui m'a quand même laissé interrogatif. Il y a un article mystère, l'article 1773, qui est marqué comme réservé. Quel est le sens de cette réserve ? Et qu'avait la Commission en tête quand vous avez prévu d'insérer un article mystère ? Alors d'abord, votre observation sur le plan, la façon de présenter les règles concernant le contrat d'entreprise est parfaitement pertinente. C'était effectivement une nouvelle façon d'évoquer le régime. On définit, puis on donne le régime sans passer par ce qui était le plan type de 1804 tiré de Potier et de Domat et de Justinien, consistant à évoquer les obligations de l'un et les obligations de l'autre. C'est plus didactique, vous avez raison. Nous, c'est un peu plus compliqué. On verra à l'expérience ce que ça donnera. Alors sur votre question sur la réserve du texte, c'est le sacrifice à la modernité que la commission Portalis de 1804 n'a pas fait. C'est garder un texte, notamment si au regard des observations faites par les professionnels, il y a une règle à laquelle nous n'aurions pas pensé et que nous pourrions ajouter dans le code, alors nous, avant la promulgation, ou plus tard dans les années qui viendront. Ça semble
mieux que d'avoir des -1, -2, -1, de 2, tels qu'on les a dans le Code du travail, dans le Code monétaire et financier, dans le Code de procédure civile, etc. Donc la réserve ne s'explique que par ça. Il n'y a pas de raison mystérieuse. Mais la réserve ne s'appliquera donc que pour la première partie, c'est-à-dire la partie réalisation de l'ouvrage. Oui. Si je comprends bien. Donc pour le reste, donc, là vous entrevoyez en fait peut-être d'autres apports au niveau de la réalisation de l'ouvrage. Oui, oui. Je vous remercie pour cette réponse. Alors nous allons aborder donc tout d'abord la phase de la réalisation de l'ouvrage. Le projet prévoit plusieurs éléments novateurs, mais vraiment novateurs. Tout d'abord, Juliette en parlait tout à l'heure, il y avait la cotraitance. Cette notion de cotraitance qui est insérée dans le nouvel article 1764 du Code civil, que je vais vous lire. Si plusieurs entrepreneurs concourent à la réalisation de l'ouvrage, chacun est tenu envers le client de coopérer avec ceux dont l'intervention s'imbrique avec la sienne. Sauf clause de solidarité, la cotraitance oblige conjointement les entrepreneurs à l'égard du client. Donc ce texte institue une obligation de coopération au stade de la cotraitance. On comprend bien l'objectif qui est poursuivi par le législateur, ou en tout cas la commission, c'est d'inciter les entrepreneurs qui cotraitent pour quelqu'un à coordonner pour réaliser l'ouvrage. Toutefois, une question se pose. Cette notion de la définition, c'est dont l'intervention s'imbrique avec la sienne. Le terme imbriqué, apparemment, a été discuté, grandement discuté au sein de la commission. Mais il n'a aucune définition. Alors, ce qui nous intéresserait, c'est de savoir comment vous définiriez ce terme imbriqué. C'est la première question. Et deuxième question, est-ce que ce dispositif ne vient pas assouplir ou remettre en cause le principe d'effet relatif des contrats d'une certaine manière ? Alors, puisque c'est vrai que c'est une innovation et qui méritait de l'être, parce que ce soit dans les entreprises mobilières, les contrats de coopération internationale, du commerce international notamment, ou dans les contrats d'entreprise immobilière, il y a quand même de la cotraitance, et de la sous-traitance évidemment, dont on parlera tout à l'heure. Alors c'était nouveau. La question était de savoir comment résumer dans un texte une situation qui est particulièrement complexe, qui serait la situation dans laquelle les entrepreneurs travaillant concomitamment ne travaillent pas nécessairement ensemble dans un rapport contractuel. C'est ça le sujet, parce que la cotraitance peut être vue aussi comme des entrepreneurs qui travaillent ensemble de façon concertée, selon un accord de volonté, quel qu'il soit. Là, tel que nous l'avons rédigé, ça n'est pas le cas. Alors, il y a des mots, c'est le premier point. L'absence d'accord de volonté entre les entrepreneurs. Est-ce qu'on peut encore les appeler co-entrepreneurs? Et puis à l'imbrication. Alors puisque vous rappelez que vous avez été un de mes premiers étudiants à Caen, je vous rappelle l'étymologie. Imbrex en latin, ça veut dire tuile. C'est du vocabulaire de droit de la construction, enfin de la construction tout court. Imbrex. Donc l'imbrication, c'est l'idée que, appliquée au contrat d'entreprise, il y a des travaux respectifs qui ont pour but commun l'achèvement d'un ensemble, la cotraitance. Et donc, chacun s'imbrique comme une tuile, comme une brique, dans l'ensemble qui est celui de l'ouvrage à remettre au maître. Alors, obligation de coopération, obligation légale posée par la loi, si le texte passe, et obligation dans le rapport essentiellement avec le maître de l'ouvrage. Car, je le répète, il n'y a pas de rapport contractuel. Il peut y en avoir, mais de la façon dont on l'a rédigé, ça peut être une hypothèse où il concourt
sans pour autant avoir conclu des rapports entre eux. Étant souligné que cette obligation de coopération légale, mais aussi dans le rapport contractuel avec le maître, n'est qu'une obligation de moyens, pas de résultat. C'est vraiment faire de son mieux et se concerter sur un chantier, pour prendre l'exemple de l'immobilier, pas un acte juridique. C'est tu fais ceci, ce jour-là, moi je fais cela, etc. On se concerte pour l'achèvement. C'est ça l'idée de la coopération dans le cadre de travaux qui sont imbriqués les uns dans les autres. Est-ce qu'il y a des cas où les travaux ne seraient pas imbriqués? Alors c'est moi qui vais vous poser la question. Je vais vous la retourner, mais d'abord je vais répondre au dernier point. L'effet relatif du contrat. Ce n'est pas une question d'effet relatif du contrat. Il y a une obligation légale qui s'imposerait à eux. Il ne s'agit pas de créer un groupe de contrats où les contrats seraient interdépendants les uns des autres. Alors, je suis en train de vous dire ça, mais en même temps, dans la commission, on a beaucoup discuté de la notion d'interdépendance, sur laquelle je suis un petit peu réservé, parce que l'interdépendance telle qu'on la connaît, dans tous les contrats d'ailleurs, pas seulement dans l'entreprise, ce sont des chaînes de contrats et des contrats qui se tiennent de cause les uns les autres. Et pour évoquer l'ordonnance de 2016, c'est notamment l'article 1186. Là, c'est plus l'imbrication que l'interdépendance, au sens où, en tout cas, on l'entend jusqu'à maintenant. Donc, il n'y a pas vraiment d'anicroche avec l'effet relatif du contrat. Je ne crois pas. Donc, ma question, c'est est-ce que vous voyez, vous êtes plus spécialiste que moi, est-ce que vous voyez des cas où il n'y aurait pas d'imbrication? Je ne vous cache pas que j'ai un peu de mal à concevoir cette notion de co-traitance sans... Elle me paraît assez théorique, puisqu'en général, il y a un marché, on sait qui fait quoi, et donc on est sur les dispositions générales du contrat d'entreprise. Donc la co-traitance, j'ai du mal à voir ce que ça peut représenter. Donc je comprends la difficulté que vous avez pu avoir, a priori en commission, à essayer de trouver une définition sur le thème imbriqué, puisque, comme vous le dites, ça ne s'appliquera que si les deux interventions sont liées. Mais par rapport à l'effet relatif des contrats, moi ce qui me surprend, c'est qu'on va créer à l'égard du maître d'ouvrage une obligation conjointe, alors qu'il y a deux contrats qui sont distincts. Et c'est là-dessus que je me posais la question, c'est pour cette raison que je vous interrogeais sur l'effet relatif des contrats. C'est une création d'obligations tripartites, alors qu'en réalité, il y a deux contrats totalement distincts. Mais bon, après, vous me direz en matière de responsabilité, c'est déjà le cas, puisqu'on peut avoir des responsabilités conjointes, même s'il n'y a pas de co-traitance. Donc, pas de solidarité, hein, c'est l'obligation. C'est parallèle. Non, c'est l'hypothèse qui n'est pas la plus fréquente, où c'est le maître de l'ouvrage lui-même qui va engager ses entrepreneurs de façon distincte et qui ne passe pas par un entrepreneur principal. Et à ce moment-là, chacun va se concerter, hein, quel que soit l'ouvrage à réaliser. C'est ça l'idée. Mais je suis d'accord avec vous que ce sera pas c'est pas forcément l'hypothèse la plus fréquente. Mais je répète, faites remonter, et je le ferai moi-même aussi, j'ai prévenu Stoffelmack, vos observations. Hein. Si ça vous semble trop théorique, je ne sais pas ce qu'en pensent les confrères, mais moi, ça me paraît, cet article-là me paraît vraiment théorique, puisqu'en réalité, c'est déjà le cas. Il y a une responsabilité des différents intervenants. Et ce qui me pose problème, c'est vraiment cette question d'imbrication, puisque je vois pas, j'imagine pas un seul instant qu'il y ait une imbrication sans qu'il y ait une collaboration de tous les intervenants. Donc, ce qui pourrait être intéressant, ça serait de raisonner, de se servir de ce texte pour raisonner ce qui existe déjà en cas de groupement d'entreprises, c'est-à-dire de prévoir des grilles de répartition des missions,
avec les participes, exécutes, ce qui pourrait ressembler à cette obligation de coopération, puisqu'en pratique, on le connaît déjà. C'est donc pour moi une idée très intéressante. Après, le sujet qui peut y avoir, c'est sur l'obligation in solidum et surtout sur les clauses contractuelles qui, en l'état de la jurisprudence de la Cour de casse, autorisent les parties à exclure l'in solidum. Sauf dans le domaine des responsabilités obligatoires. Mais bon, c'est à réfléchir, de voir comment ça va s'articuler avec cette disposition. Parce que, telle que je la comprends, je ne parle pas de la clause de solidarité, je parle bien de l'obligation in solidum. La Cour de casse valide, notamment pour les contrats d'architecte, les stipulations exclusives de responsabilité. Et pourtant, les architectes, ce sont ceux-là même qui sont, à mon sens, visés par ce type de clause avec des obligations de coopération. Et donc, ça pourrait aboutir. Mais bon, c'est un sujet à discuter. Michel ? Merci beaucoup. Monsieur le professeur, sur cette question des obligations des entreprises intervenant les unes à côté des autres, il s'agit d'un enjeu très concret lors des marchés de construction, puisque vous l'avez évoqué, le cas où le maître d'ouvrage est en direct avec une série d'entreprises, donc marché entreprise générale ou marché par lot séparé. Et l'on sait que, par exemple, les enjeux de l'un ou de l'autre, lorsqu'on est en entreprise générale, justement, pour assurer cette coordination, pour que le maître de l'ouvrage n'ait pas de problème, on se trouve avec des surcoûts qui vont de 10 à 20%. Lorsqu'on est par lot séparé, cette coordination va être assurée de la part du maître d'ouvrage, soit par des AMO, assistants maîtres d'ouvrage, mais surtout par des gens dont c'est la profession, qui sont les OPC, qui vont organiser, piloter et coordonner. Et on pourrait jouer le pire en disant, mais écoutez, moi, maître d'ouvrage, je ne prends plus du tout et je ne fais plus du tout appel à une entreprise générale, à un OPC, à quiconque va coordonner, puisque d'ores et déjà, de par la loi, vous avez cette obligation qui vous est imposée de coordonner votre action, et donc cela relève de votre seule responsabilité. Et concrètement, sur les marchés, c'est des enjeux de 15 à 20% du montant des marchés, que justement, comment faire travailler, surtout sur des opérations complexes, les entreprises entre elles. C'est pas les mêmes assurances en plus. Sur les AMO et les OPC, c'est soit des maîtres d'œuvre, soit des assurances RCP. Donc vous considérez que ce texte risque de mettre plus la pagaille qu'autre chose. Mais faites-le savoir. Alors, l'autre ajout important au stade de la phase de réalisation de l'ouvrage, c'est l'immixtion du maître de l'ouvrage. L'article 1766 du Code civil dispose que, en cas d'immixtion du client dans la réalisation de l'ouvrage, l'entrepreneur, s'il estime inappropriées les instructions reçues, doit, s'il accepte de s'y conformer, émettre des réserves par tout moyen. À défaut, il ne peut s'en prévaloir pour diminuer ou exclure sa responsabilité. On est sur un texte qui est inséré dans la partie générale du contrat d'entreprise. L'article 1792 du Code civil, dont la rédaction n'a pas été modifiée par l'avant-projet, prévoit que les constructeurs peuvent s'exonérer de leur responsabilité décennale en démontrant que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Et comme vous le savez, une jurisprudence établie de la Cour de cassation considère que l'immixtion, donc c'est le même terme, fautive du maître d'ouvrage peut constituer une cause d'exonération de responsabilité totale ou partielle, ce qui suppose pour le constructeur de caractériser non seulement cette émission, mais d'établir également la compétence notoire du maître de l'ouvrage dans la technique de la construction et du bâtiment. C'est un arrêt où il y a une multitude d'arrêts, mais l'un des principaux arrêts a été rendu, ou des premiers, le 21 février 1984 par la Cour de cassation. Cette obligation d'émettre des réserves, qui est prévue donc par l'article 1766 du Code civil, est-ce qu'elle peut s'imposer également au constructeur, nonobstant la compétence notoire du maître de l'ouvrage? Est-ce qu'on peut appliquer cette règle de 1766? Est-ce que c'est une remise en cause, en quelque sorte, de la ou en tout cas une atténuation de la jurisprudence de la Cour de cassation que je rappelais tout à l'heure? C'est la première question. Et deuxième question, plus généralement, quels sont les motifs qui ont conduit la Commission à suggérer d'instituer un régime de réserve qui est dérogatoire du droit commun de la responsabilité contractuelle, puisque, on le sait tous, la faute de la victime, qui a contribué à son propre dommage, constitue un fait exonératoire de la responsabilité de l'entrepreneur. Et là, la faute de la victime ne pourrait être invoquée par l'entrepreneur
que si ce dernier a respecté l'obligation d'émettre ces réserves écrites qui sont prévues par l'article 1766 du Code civil. Alors, je suis un peu embarrassé pour vous répondre, parce que c'est vrai que cet article est probablement perfectible, mais c'est l'utilité de ce débat d'aujourd'hui, c'est de nous, voilà, de mettre, vous avez mis le doigt là où il y a des questions qui se posent. Le texte tel qu'il est proposé va conduire à une exonération totale ou partielle. Et je rappelle que l'exonération partielle, ça ne rentre pas dans la cause étrangère. Donc, ça permet de moduler l'exonération. Maintenant, l'immixtion, critère effectivement jurisprudentiel, la notion d'immixtion qu'on connaît bien en droit. Vous avez raison, la jurisprudence évoquait la compétence notoire du maître de l'ouvrage, qui n'est pas reprise dans l'article 1766. Alors, est-ce que ça change quelque chose, ou est-ce que ça ne changera pas? Le juge pourrait parfaitement considérer que même si ça n'a pas été repris dans le cadre de son interprétation, la condition serait maintenue. L'idée, c'était de solennaliser, de préconstituer la preuve de l'immixtion du maître, qui est un fait juridique et non pas un acte juridique, et de permettre à l'entrepreneur ensuite d'obtenir son exonération de responsabilité. Simplement, effectivement, il y a la nécessité d'émettre des réserves. Et du point de vue de la sociologie des chantiers d'entreprise, est-ce que ces réserves formulées par l'entrepreneur, et selon quelle forme, alors par tout moyen, on a laissé complètement ouverte la possibilité de faire des réserves. Est-ce que ça rentre bien dans la sociologie des chantiers d'entreprise? C'est pour ça que voilà, je ne tiens pas spécialement au libellé tel que vous l'avez critiqué. L'idée de départ, c'est de solenniser la preuve et de permettre à l'entrepreneur de faire cette preuve en cas de contentieux judiciaire. Et puis de partir du fait qu'il y a un certain nombre de maîtres de l'ouvrage qui procèdent à des immixtions et qui peuvent être malheureuses. Alors, émettre des réserves, refuser de continuer, voilà. Alors justement, parce que s'il l'estime inapproprié, je pense que le professionnel, normalement, c'est l'entrepreneur. Et s'il estime que c'est inapproprié, il ne faut pas qu'il fasse. En tout cas, c'est mon avis. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas, à l'inverse, considérer que ce texte pourrait donner de mauvaises idées à certains entrepreneurs de faire remplir une réserve tout en sachant qu'ils font n'importe quoi pour pouvoir dire derrière c'est vous qui me l'avez demandé? Est-ce qu'il n'y a pas un effet pervers qui pourrait justement venir au résultat plutôt de cette rédaction? Ça n'est pas impossible. Ça n'est pas impossible. Merci pour ces explications. Troisième thème novateur, la sous-traitance. Alors, on connaît tous la sous-traitance issue de la loi du 31 décembre 1975, mais cette sous-traitance était régie par des dispositions qui étaient en dehors du Code civil. Aujourd'hui, la Commission a considéré qu'il était important de consacrer la sous-traitance en lui réservant les articles 1767 à 1771. Un des articles de cette série apporte un élément novateur, c'est l'article 1768 du Code civil, qui édicte que le maître de l'ouvrage peut exercer contre le sous-traitant toute action née du contrat de sous-traitance. Le sous-traitant peut opposer à l'action formée contre lui les exceptions qu'il pourrait opposer à ce co-contractant direct. La Commission a fait le choix de rompre avec la jurisprudence Besse de la Cour de cassation, donc un arrêt d'assemblée plénière du 12 juillet 1991,
qui retenait sur le fondement de l'effet relatif des contrats que l'action qui était engagée par le maître de l'ouvrage contre le sous-traitant était une action de nature délictuelle. Aujourd'hui, donc, il y a une remise en cause de ce fondement, puisqu'on passerait sur une obligation contractuelle. Alors, première question, comment on concilie cette disposition avec l'article 1799 du Code civil qui dispose que le contrat ne crée d'obligation qu'entre les parties? C'est la première chose. Et première question. Et deuxième question, quels sont les motifs qui vous ont conduit à remettre en cause, alors vous le disiez tout à l'heure, les jurisprudences, le législateur n'est pas là pour entériner les jurisprudences, mais quels sont les motifs qui vous ont conduit à remettre en cause une jurisprudence qui était ancrée dans l'esprit de tous les juristes depuis maintenant un certain nombre d'années? C'est toujours bien d'évoluer, hein. Quand la raison et la nécessité le justifient, bien entendu. Alors, à nouveau, votre question est très riche. D'abord, les rapports avec la loi de 75. Pour ma part, j'étais et je suis encore partisan de la codifier entièrement dans le Code civil, plutôt que la laisser subsister. Parce que si c'est présenté comme ça, vous avez bien vu qu'il y a quand même une bonne partie de la loi de 75 et de la jurisprudence qui s'y rattachait, qui se retrouve dans notre projet, mais il y a aussi une partie sur l'agrément, les sûretés, etc., qu'on ne retrouve pas. Donc, si on s'en tient là, il va falloir jongler entre ce qui reste de la loi de 75. De toute façon, elle devra être modifiée. Il y a des articles qui devraient être abrogés. Et puis le Code civil, donc c'est un peu une demi-mesure. Moi, j'aurais voulu une codification pure et simple. Ou on laisse la loi de 75 telle qu'elle, encore qu'il faille quand même, je pense de toute façon, la modifier. Elle a pris de l'âge. Hein. Puis il y a trop de jurisprudence, alors que la loi de 75 est quand même très sommaire. Où on codifie à 100%. Ensuite, sur vos questions sur le régime. Alors là, on a bilatéralisé, contrairement au prix, on a bilatéralisé et contractualisé les rapports tant sur la question d'exécution et de l'inexécution des obligations de l'entrepreneur que de la question du paiement du prix. On est dans les chaînes de contrat. Et nous avons ici une illustration des rapports de Maillon avec toujours cette idée que les contrats se tiennent chacun lieu de cause à l'autre. Cette jurisprudence Besse que vous citez avec vénération, elle était compliquée. En plus, il fallait distinguer la vente, l'entreprise, etc. C'est trop compliqué. Donc là, on a essayé d'avoir un fil conducteur pour l'ensemble des contrats spéciaux, puisqu'aussi bien pour la vente, on a l'action directe contractuelle. Pour le mandat, la jurisprudence avait bilatéralisé les textes du Code civil et nous l'avons codifié. Et pour l'entreprise, qui est toute proche du mandat, on a décidé de faire la même chose. Donc on abandonne Besse. Bon, justement, on démontre, comme je l'ai dit dans la petite introduction, qu'on n'est pas là pour codifier la jurisprudence à tout prix. Alors, 1199, est-ce que c'est une dérogation 1199, l'effet relatif du contrat? Bah oui, mais 1199, c'est le droit commun. Nous sommes dans le droit spécial. 1199, il a donc l'effet relatif du contrat. Il a lui-même du plomb dans l'aile, puisqu'on a ajouté, on a codifié la jurisprudence, enfin, c'est pas c'est l'ordonnance de 2016, a codifié la jurisprudence de la Cour de cassation sur la question de l'opposabilité de la situation objective du contrat qui doit être prise en compte par le tiers à son profit ou à son détriment. Donc, vous voyez, l'effet relatif du contrat lui-même a une importance bien moindre.
Donc là, j'ai l'impression, là je défends beaucoup plus le projet, qu'on a simplifié ce qui était devenu atrocement compliqué. Je partage votre avis, puisque les jurisprudences de la Cour de cassation sont difficiles à mettre en pratique avec une responsabilité contractuelle, une responsabilité délictuelle. C'est vraiment très compliqué à gérer. Donc je pense que ce texte est une innovation positive. Donc ça, c'était toutes les trois. Voilà, on a abordé les trois questions relatives à la réalisation de l'ouvrage. Je vais passer plus rapidement sur la phase de réception, puisque d'autres intervenants, je pense, seront amenés à évoquer cette question. Alors, la réception donc de l'ouvrage, elle était connue en matière de droit de la construction. C'était l'article 1792-6 du Code civil. Et elle n'existait pas en tant que telle, il n'y a pas de définition pour le contrat d'entreprise de droit commun. Cette définition, elle existe aujourd'hui, en tout cas elle nous est proposée, dans l'article 1774 du Code civil, qui définit la réception comme, vous allez reconnaître à mon avis le texte, l'acte juridique par lequel le client déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Et le texte prévoit que la réception est expresse ou tacite. Donc c'est très bien écrit. C'est une reprise d'un texte que nous connaissions, l'article 1792-6 du Code civil, et que ce soit sur la définition ou les effets, on a transposé en fait ce qui existait en matière de droit de la construction au contrat d'entreprise. Donc le texte aborde ensuite les trois types de réception déjà connus en matière de construction: la réception express, la réception tacite et la réception judiciaire, avant de s'intéresser aux effets de la réception dans un dernier article. Alors première question, est-ce que les articles 1774 à 1778 du Code civil consistent en une reprise des solutions jurisprudentielles édictées par la Cour de cassation en matière de réception d'ouvrages de construction, ou est-ce que vous imaginez que les juges du fond sur un contrat d'entreprise de droit commun pourraient avoir d'autres positions que celles que nous connaissons dans le cadre du droit de la construction? Alors d'abord, je voudrais insister sur le fait que vous l'avez relevé, et Juliette et moi-même aussi tout à l'heure, il n'y avait rien, le contrat d'entreprise, c'était vraiment très peu de choses telles qu'il résultait de copier-coller de Potier. Et pour nos travaux, c'est vrai qu'on s'est beaucoup inspiré de l'immobilier. Donc on a généralisé à toutes les entreprises, mobilières, immobilières et prestations et services, entreprises de services, un certain nombre de solutions qui s'appliquaient dans les textes. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas hésité à reprendre des textes propres à l'immobilier ou dans la jurisprudence. Donc, par exemple, la réception pour un nouvel algorithme d'intelligence artificielle, puisqu'on faut de plus, il faut qu'on en parle tout le temps, eh bien le processus de réception sera le même. Ensuite, pour répondre à votre question, oui, c'est largement, ces textes s'inscrivent dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de cassation. Donc les solutions assez claires, la plupart du temps, qui ont été prises par les juges, devraient être poursuivies. Il y aura bien sûr des interprétations nouvelles, supplémentaires, mais on n'a rien fait de nouveau là. Alors on aura toujours les mêmes difficultés sur la réception tacite. Vous admettrez que cette fameuse réception tacite est un sujet dans tous les dossiers que nous pouvons avoir où cette notion est en droit de la construction. On ne peut pas la définir. Mais on ne peut pas la définir, on est bien d'accord. Sauf à dire qu'elle doit être tacite et non équivoque. Mais de toute façon, tacite suppose que ce n'est pas équivoque. Donc si vous voulez, c'est l'art de l'interprétation. Il faut laisser un peu de travail aux avocats et aux juges quand même. Exactement. Dernière question que je souhaitais aborder avec vous, c'était sur la réception judiciaire. Alors c'est une question qui est un peu technique puisque l'article 1777 du Code civil édicterait que la réception peut être prononcée judiciairement avec ou sans réserve si l'ouvrage satisfait à sa destination. C'est ce que prévoit le projet de texte. Antérieurement à la Cour de cassation, donc on parlait d'une reprise de la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation rendue en matière de construction, la Cour de cassation retenait que qu'en l'absence de réception amiable, la réception judiciaire peut être ordonnée si les travaux sont en état d'être reçus. Pour quelle raison la Commission a souhaité modifier ne pas entériner cette jurisprudence purement et simplement et partir sur cette notion de satisfaire à la destination?
Alors je vais à nouveau me tortiller sur ma chaise. Parce que l'idée, c'était de préciser que la formule, le standard inscrit dans le texte soit plus précis, satisfait à sa destination. Le critère donné par la jurisprudence en état d'être reçu, est-ce qu'il est lui-même plus clair et plus précis? Je dois dire que voilà, il n'était pas mal non plus. Est-ce que la question est de savoir si le nouveau critère qu'on donne peut donner lieu à toutes sortes de contentieux d'interprétation, etc., de dépenses d'énergie. Et est-ce qu'il ne vaut mieux pas s'en tenir aux critères qui étaient celui de la jurisprudence? Là encore, c'est ouvert et c'est pas encore au JO. Hein. Alors, monsieur le professeur, nous avions eu une idée conjointe. Je ne sais pas si elle était solidaire, mais en tout cas, elle portait sur cet ajout, puisque il était précisé dans l'article 1792-6 que la réception peut être prononcée judiciairement si elle n'est pas expresse, et sans autre précision, et donc vous avez rappelé les critères de la jurisprudence. Alors, la question de poser si l'ouvrage satisfait à sa destination pour l'immobilier, et en rentrant dans les critères de l'immobilier, vous savez que le critère décennal, c'est impropriété à destination ou atteinte à la solidité de l'ouvrage. Donc ça signifierait que un ouvrage totalement atteint dans sa solidité pourrait faire l'objet d'une réception judiciaire, alors que s'il y a une impropriété, même partielle et même réservée, puisque la réception peut être prononcée judiciairement avec réserve, cette insatisfaction à la destination serait de nature à interdire la réception judiciaire. Puisqu'en fait, ce qui semble être posé, c'est qu'il ne peut y avoir de réception judiciaire que si l'ouvrage satisfait à sa destination. Donc deux questions se posent, satisfait totalement ou partiellement à sa destination, et puis dans quelle proportion cette atteinte à la destination doit-elle être importante, et de quelle manière les réserves qui seraient émises judiciairement pourraient couvrir une atteinte à la destination dont on sait, parce que les réserves sont faites pour être levées, qu'elles n'auraient qu'un caractère provisoire. Alors, ce ne peuvent être vraiment qu'au regard des circonstances de chaque espèce. Hein. Une insatisfaction partielle ou globale, tout dépend ce qu'on met dans la destination et dans les attentes légitimes du maître de l'ouvrage. Donc c'est le juge qui devra trancher. Alors on pourra poser des présomptions si l'insatisfaction est partielle. Est-ce que ça conduit néanmoins à la réception judiciaire? Quant à la propriété mineure, est-ce qu'elle interdit la réception judiciaire? Je pense pas. Merci. Alors maintenant qu'on a vu, je dirais, la phase 1, c'est-à-dire le contrat d'entreprise conclu entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, voyons maintenant avec Timine Nguyen comment ces nouveaux schémas, ces réformes s'articulent avec le cran du dessus qui vient chapeauter, c'est-à-dire le droit de la promotion immobilière au sens large, qui est codifié notamment dans les dispositions du Code de l'habitation et de la construction, puisque les promoteurs immobiliers vont, eux, conclure des contrats d'entreprise. Alors, est-ce que ces contrats d'entreprise à l'aune de la réforme vont bien s'imbriquer avec l'objectif de la réforme par rapport au régime mis en place qui surprotège les accédants à la propriété? Merci beaucoup Juliette Men et bonjour professeur. C'est un plaisir et un honneur avec moi de pouvoir poser les questions à vous ce soir sur la réforme, parce que moi j'interviens depuis presque une dizaine d'années auprès des constructeurs et promoteurs qui font construire les logements. Donc ce sont les ouvrages destinés à être habités. Donc le caractère habitable, c'est très important. Donc leur métier implique qu'il faut conclure les contrats d'entreprise en termes généraux.
Mais précisément, c'est la construction des logements sont encadrés par le code de l'habitation, de la construction et de l'habitation. Donc quand je lis la réforme, je suis vraiment ravie pour mes clients parce qu'il y a beaucoup de dispositions, caractère très innovateur, et très 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 proche de la pratique des constructeurs. Par exemple, je cite l'article 1759. Vous avez parlé de la possibilité pour l'entrepreneur d'établir un devis pour décrire l'ouvrage à réaliser et estimer son prix avant la conclusion du contrat. Et là, c'est formidable pour mes clients parce qu'il peut désormais proposer un devis au client et après un certain temps peut proposer un marché définitif avec les prestations peut-être différent et un prix différent, et c'est ça qui est exigé actuellement le marché de la construction qui est en grande crise en fait. Mais actuellement, il est très difficile d'établir un devis pour un constructeur de maison individuelle par exemple, parce que le contrat elle est réputé à prix et délai convenu. Encore une fois, c'est confirmé par la caution. La garantie de livraison, elle est aussi à prix et délai convenu. Donc, quand vous avez parlé possibilité pour l'entrepreneur d'établir un devis, est-ce que vous avez pensé à nos constructeurs et comment ils feront pour pouvoir appliquer cette disposition? Alors, pour ma part, je tenais beaucoup à ce que le Code civil intègre ce mécanisme contractuel du devis qu'on ne trouve pas dans toutes les entreprises, dans toutes les professions. Il n'avait été codifié et assez mal codifié que par le Code de la consommation. Donc c'est une bonne chose. L'avantage du devis, c'est que c'est à la fois très pratique pour l'entrepreneur, quel qu'il soit, quel que soit son ouvrage à réaliser, et c'est aussi évidemment très pratique pour le maître de l'ouvrage. Alors, le devis, dans le livre avec M. Mallory, j'y avais pas mal réfléchi. Ou bien c'est une simple offre de contracter, mais si elle a été acceptée, qui n'entraîne pas nécessairement le contrat définitif, parce que l'offre peut être assortie de modalités et de réserves, puisqu'on évoquait les réserves, mais une autre façon. Par conséquent, l'acceptation n'est pas le piège. Si c'est un devis, et puis en mentionnant son caractère purement provisoire, en attente de la négociation sur telle ou telle clause du contrat, il n'y aura pas d'engagement. Vous pensez à une clause de type suspensif dans le devis, c'est ça? Oui, et puis... Ah non, pour l'offre, il n'y a même pas besoin de clause suspensive. Dès lors que l'offre est exprimée, c'est vraiment la liberté contractuelle. Alors, il nous en reste quand même un petit peu. Dès lors qu'elle est exprimée de façon suffisamment claire de ce qu'elle n'engage pas et qu'il y a encore des discussions à mener, c'est réglé. L'acceptation n'emportera pas formation définitive du contrat. Il y en a certains qui considèrent que si ça peut être un avant-contrat, donc une promesse unilatérale d'entreprise. On connaît énormément, les notaires surtout, et puis en droit des sociétés aussi, les promesses unilatérales de vente ou d'achat. On connaît un petit peu les promesses unilatérales de bail, on connaît moins les promesses unilatérales d'entreprise, mais le devis peut être considéré. Et alors, même chose, il n'y aura pas nécessairement de l'engagement, même si le client lève l'option, tout dépendra du libellé de la promesse. Donc, dans tous les cas, si vous ne voulez pas d'engagement, il n'y en aura pas. Parce que dans la pratique actuellement au cabinet, on a des cas comme ça, c'est-à-dire qu'un devis accepté par le client, il risque d'être qualifié comme contrat définitif en fait. Et la conséquence, c'est lourd pour l'entreprise, mais du côté maître ouvrage, surtout particulier, ils sont surprotégés. Donc parfois, rien que le fait que l'entreprise sort un devis avec une descriptive des prestations pour l'ouvrage, avec un prix tout de suite
le client, maître d'ouvrage, part à la banque pour demander un prêt. Et le moment qu'il obtient un prêt, le financement de leur vie, dans ce cas-là, si l'entreprise modifie le prix après, il risque d'être rappelé qu'il faut qu'il respecte le prix initial. Donc le devis, c'est formidable, mais pour l'appliquer, est-ce que vous avez des idées concrètes? Je répète, on a laissé quand même le texte est assez général. Oui. Un devis peut être établi pour décrire l'ouvrage et estimer son prix. Le reste, c'est la liberté contractuelle. C'était aussi une philosophie, je ne l'ai pas exprimée, et Stoffelman qui tenait beaucoup. Dans ce monde où on est enserré par toutes sortes de réglementations dans tous les domaines, et pas seulement dans l'immobilier, la compliance, le RSE, etc., les données personnelles, n'en parlons pas, on a voulu laisser un petit peu de liberté contractuelle. Et là, vraiment, le devis, si vous mentionnez que l'offre n'est pas une offre ferme et n'engage pas l'offrant, le contrat ne sera pas formé. Voilà. D'accord. On va essayer d'aller dans cette voie-là auprès de notre client, en espérant que la Cour de cassation va suivre votre philosophie. Ce sera super. La deuxième question concernant le délai. Donc pour moi, c'est très intéressant aussi pour moi, parce qu'un contrat de construction, quand il est signé, il faut qu'on prévoie le délai, en fait. Donc le fait que vous avez cherché à modifier. Donc je cite donc l'article 1763. L'entrepreneur est tenu de réaliser l'ouvrage convenu et de le délivrer au client dans le délai fixé ou à défaut dans un délai raisonnable. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez une idée sur le terme raisonnable? Ah, tout à fait. Est-ce que c'est que le Covid? Est-ce que c'est le Covid que vous a inspiré? Certainement pas. Ah non, ce sont de trop mauvais souvenirs pour s'inspirer en plus. Mais nous, c'était formidable pour nous parce que le Covid a aidé nos clients à gagner 104 jours sur le délai de réalisation de l'ouvrage. Pour ceux qui doivent payer les pénalités de retard. Le terme raisonnable, j'aimerais bien avoir. Alors, c'est un standard du droit civil et du droit privé en général, puisqu'on le trouve aussi dans d'autres matières, notamment le droit du travail. Et la procédure civile. Donc le délai fixé, si le délai a été fixé. Et si le délai n'a pas été fixé ou qu'il y a une difficulté, effectivement, la notion de délai raisonnable. Donc c'est un standard du droit civil. Le délai raisonnable, évidemment, c'est le juge qui l'appréciera, s'il est saisi, et il appréciera au regard des circonstances, des difficultés, etc. Donc c'est un standard qui est une notion du droit qui est bien connue. C'est la liberté du juge qui va apprécier. Raisonnable, oui. Absolument. Par exemple, pour la mise en demeure, 1231, c'est déjà dans 1231 du Code civil sur la notion de mise en demeure. Donc il y a raisonnable et déraisonnable. Actuellement, nous, on a les délais prolongés, par exemple à cause de l'approvisionnement des matériaux. Il faut quand même prouver. La mise en liquidation de certains sous-traitants, il faut quand même prouver. Empêchement de la part de l'administration, il faut quand même prouver. Bon, je cite quelques cas comme ça et j'espère que la Cour de cassation, le juge, va suivre votre philosophie. Oui, ce sera une question de fait et de preuve, ce que vous évoquez à chaque fois, la preuve. Oui. Là, les éléments, les preuves que vous donnez sont assez convaincantes. S'ils sont étayés par une documentation, c'est suffisamment convaincant pour que le juge considère qu'il y a un délai raisonnable. Mais il faut quand même se battre parce que nos clients sont soumis à une opération de paiement de pénalité de retard. Donc quand même, c'est quand même une bataille de notre côté à chaque fois. Il faut prouver. Et là, on a le terme proposé par vous. On va baser dessus pour nous battre. Alors, tout ce qui est pénalité de retard, astreinte conventionnelle, etc., le juge peut être saisi, y compris en référé, pour suspendre, pour donner la suspension. Oui, c'est vraiment un champ. Voilà. Oui, on regarde des difficultés. Il y a une articulation entre le droit civil du contrat d'entreprise et le code de procédure civile. Merci beaucoup, professeur. Merci. Je vous propose de donner le micro à Michel Gauthier. On a pris un petit peu de retard. Bien. Le service de la sécurité va nous sortir et j'aimerais bien que la salle puisse poser ces questions. Bon, donc je vais essayer d'être relativement bref. Merci monsieur le professeur et merci pour tout le travail énorme que cette commission a fait
a fait, pardon, et remettre un nouveau corpus cohérent et comme vous l'avez dit, dans l'esprit de nos anciens législateurs et du droit romain face aux pressions extérieures, en gardant son identité, c'est quelque chose de tout à fait précieux. Donc les quelques observations qui viennent sont juste des questionnements. J'ai évoqué la question tout à l'heure sur les réserves, je n'en parlerai pas. Une question qui m'a un tout petit peu étonné, mais pourquoi pas, c'est que j'ai l'impression que le constructeur qui construit pour lui-même, ou Castor, n'est plus qualifié ou n'est plus réputé constructeur. L'ancien article 1792.1 disait qu'était réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend un ouvrage qu'elle a construit. Et la proposition du nouvel article 1792.1 dispose que est réputé constructeur de l'ouvrage. Alors, il y a une précision. Hein, donc sur la formalité, c'est un peu sur la forme, c'est pas dans la logique de l'article, mais l'article finit par est assimilé à un constructeur toute personne profane qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a fait construire. Donc est donc sorti de cette réputé constructeur la personne qui vend l'ouvrage qu'elle a construit elle-même, puisque ne reste que la personne qui, après achèvement, vend un ouvrage qu'elle a fait construire. Donc ça, c'est la première observation. Et puis après, celle-là qui est beaucoup plus formelle. Si elle ne communique pas à l'acquéreur, dans l'acte de vente, l'identité des constructeurs et de leurs assureurs, avec toute la problématique de savoir quels constructeurs, est-ce qu'ils sont bien tous répertoriés, est-ce que seule l'identité suffit, est-ce qu'il ne faudrait pas fournir toutes les pièces contractuelles, et puis leurs assureurs, et les questions des attestations d'assurance, quelquefois un petit peu étonnantes, peuvent se poser. Voilà les deux questions que j'avais par rapport au Castor. Alors je me tortille à nouveau sur ma chaise au sujet du Castor. C'est vrai que... alors, il y a toujours cette assimilation, mais ça suppose de communiquer l'identité. Il y a une formalité supplémentaire qui est de communiquer dans l'acte de vente l'identité des constructeurs. Donc effectivement, on est revenu sur une jurisprudence qui était assez claire là-dessus. L'idée étant de responsabiliser les parties. C'est possiblement à revoir, ça. C'est pas un point essentiel. Oui, tout à fait. Autre question rapidement, Maître Mel l'a posée. Est-ce que les EPER sont vraiment supprimés ? En principe, oui. D'accord. Mais c'est à débattre aussi. C'est dommage parce que la Cour de cassation commençait enfin à s'y intéresser. Ouais. Un peu en CD. Enfin, dernier point sur la question côté entreprise. Maître Mel a rappelé que souvent les rémunérations des entreprises étaient faites à des prix dérisoires et il y avait une tactique du maître d'ouvrage d'aller prendre l'entreprise et de lui faire faire dans le cadre des marchés à forfait, des travaux complémentaires, supplémentaires à ce qui était prévu pour finalement lui rappeler à la fin, après lui avoir fait moult sourire, que le marché était un marché à forfait et qu'il n'y avait donc pas lieu d'augmenter quoi que ce soit. Dans la précédente rédaction, donc l'article n'a pas changé, mais justement, pourquoi n'a-t-il pas changé alors que l'association Henri Capitan, que vous avez citée, proposait un adoucissement à cet article 1793 en proposant que si le maître d'ouvrage effectue des travaux extérieurs à la réalisation de l'ouvrage ou de la partie d'ouvrage initialement convenue, l'entrepreneur ne peut demander une augmentation du prix que si ces travaux ont été expressément commandés ou acceptés de manière non équivoque. Et le de manière non équivoque laissait le champ à tout type d'échanges en cours de chantier et prévoyait également la possibilité d'avoir un paiement pour les travaux voulus par le maître de l'ouvrage en cours de chantier qui n'était pas totalement prévu, dès lors que cela conduisait à un bouleversement de l'économie du contrat. Ces deux points auraient pu adoucir un petit peu la rigueur de 1793. Est-ce qu'ils ont été évoqués Alors, je n'ai pas à me tortiller sur ma chaise
cette fois-ci, puisque j'étais j'étais membre des 2 commissions. Donc j'ai pas de problème de déontologie et je peux donc vous dire très clairement que je préfère le projet Capitan, comme vous. Alors, pour finir, Marie-Laure va aborder le volet assurance parce qu'on l'a vu, ces réformes changent pas mal de choses. Il y a des interfaces qui peuvent se faire avec des problématiques de groupement, de coopération. Comment est-ce qu'on va qualifier ça en termes de responsabilité si les entreprises ne coopèrent pas? À l'inverse, si elles coopèrent trop, est-ce qu'elles sont toutes responsables de façon obligatoire? Et comment ça se prépare au moment de la souscription? Puisque en droit des assurances, on connaît 2 grands régimes, que sont les assurances obligatoires, qui sont celles à la date d'ouverture du chantier, donc à des moments où on n'a pas forcément déjà réfléchi sur ces coopérations. Donc on a déjà l'assurance, mais on ne sait pas encore comment on va coopérer, donc comment ça s'articule. Mais je laisse Marie-Laure après donner son point de vue d'assureur. Et puis aussi, le deuxième grand temps de la responsabilité des assurances, ce sont les assurances RC, qui sont cette fois-ci facultatives et qui peuvent aussi donner lieu à questionnement. Par exemple, comme l'a dit très justement Michel tout à l'heure, que se passe-t-il s'il y a trop de coopération et que finalement les entreprises prennent le rôle de l'AMO? Est-ce qu'elles doivent s'assurer pour ça? On connaît ces questions-là aujourd'hui en termes de performance énergétique, où on voit bien les frictions qu'il peut y avoir entre les divers intervenants à l'opération de construire. Est-ce que du point de vue de l'assureur, cette réforme va changer les choses, Marie-Laure? Je pense qu'effectivement, ça devrait changer quelques petites choses. Et du coup, moi, j'ai quelques questions à poser. Donc, déjà, en cours de chantier, on a des assurances de dommages TRC. Et dans la mesure où l'achèvement de l'ouvrage du locataire d'ouvrage emporte le transfert des risques au maître d'ouvrage, quels sont les impacts que nous aurons du coup sur nos taux de souscription de contrats TRC et quels sont les impacts sur les dommages à l'ouvrage? C'est difficile de vous répondre comme ça. Il y aura, je pense, il faut partir du droit des contrats. Il y aura nécessairement une adaptation au regard, si les textes sont promulgués, au regard des assurances concernant les chantiers avant et après la réception. Et une articulation avec les textes où effectivement quelques questions se poseront. Mais enfin, c'est la liberté contractuelle. C'est la liberté contractuelle et je vous concède, la difficulté, c'est la coordination qui assure quoi et à quel moment. Donc effectivement, ce sont des difficultés qui devraient être quand même réglées par votre pratique professionnelle et votre expérience. Voilà comment je me défile. Merci. Ensuite, j'aimerais aborder les impacts de l'article 1772 de l'avant-projet sur le principe de l'unicité de la réception. De 72 ? Oui. 1772. Oui. Une fois l'ouvrage achevé, l'entrepreneur est tenu de le présenter à la réception au client. Du coup, est-ce que ça revient sur le principe de l'unicité de la réception ou pas? Non, je ne pense pas. En tout cas, ce n'est pas la volonté qu'on a eue. Au regard des pratiques telles qu'elles existent en matière immobilière principalement, il n'y a pas de bouleversement. Et du coup, toujours sur cette réception, la réception par lot telle qu'on la connaît par rapport au risque du maître d'ouvrage en cours de chantier. Même chose, même réponse. Vous avez noté, c'est très succinct. Donc, il n'y a pas... C'était aussi une méthodologie de cette commission. On a voulu faire beaucoup de choses contre les tendances actuelles et les mauvaises tendances actuelles, c'est-à-dire les textes qui font 3 pages et demie, qui sont inutilisables, incompréhensibles. On a voulu se couler dans la tradition originaire du Code civil. Donc ça n'est pas parce qu'on n'a pas mentionné certaines situations, droits et obligations, etc., qu'ils sont par défaut abandonnés. Donc je pense qu'au contraire, il y a une continuité. Ok. Voilà.
Et aujourd'hui, en termes de produits d'assurance, on n'a pas d'assurance qui couvre la responsabilité civile du maître d'ouvrage profane qui fait construire et qui revend. C'est voilà, le 1792-1, effectivement. Eh bien voilà, il faudra s'adapter au nouveau texte, sauf s'il n'est pas... parce que, je répète, c'est... Personne n'en veut. Ouais. Ouais. Donc tout ça est adaptable. Hein. Les textes ne seront pas promulgués d'ici demain. Tout ça est adaptable. D'où l'intérêt d'avoir vos opinions d'experts. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions peut-être à poser? Je vais peut-être passer le micro. Je laisse faire remonter. Oui, j'avais une question. À la lecture de l'avant-projet, est-ce que ce ne serait pas la fin des entreprises qui seraient seulement exécutantes ? Vu qu'il y a maintenant il y a une imbrication de toutes les missions des entreprises, enfin une consultation plus générale entre les entreprises, est-ce que du coup ce ne serait pas la fin des missions seulement d'exécution ? Vous revenez à la question de la co-traitance et de la sous-traitance aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on pourra considérer un sous-traitant qui serait exécutant uniquement comme un sous-traitant exécutant, ou est-ce que ce sous-traitant aura une mission, devra nécessairement rentrer dans le plan plus large de toute la construction ? Non, je fais la même réponse qu'à l'instant. On a donné quelques cadres juridiques, mais les situations sont suffisamment variées pour ne pas rentrer nécessairement. Le contrat d'entreprise est un des contrats les plus flexibles qui soient des contrats spéciaux. Il faut quand même partir de là. Donc, dans les rapports, y compris dans les chaînes des contrats, un simple exécutant, alors sous réserve de lignes d'exécution qu'il aurait commises, parce qu'exécutant ou pas, s'il fait mal son travail, s'il y a des défauts cachés, etc. On n'a pas parlé des défauts cachés parce qu'on n'a pas le temps. On a des innovations là sur les défauts cachés. Eh bien, il en sera responsable. On n'est jamais complètement exécutant. Il n'y a que les subordonnés, et c'est la différence entre le contrat de travail et le contrat d'entreprise. Le subordonné s'efface, il n'est pas responsable, il est un préposé. L'entrepreneur est toujours responsable. D'où l'utilité des assureurs. Bonsoir monsieur le professeur, j'avais une question toujours sur la question de la co-traitance pour manquer totalement d'originalité. Si j'ai bien compris la notion d'imbrication, j'avais une interrogation par rapport éventuellement à un critère temporel. Je vais prendre un exemple, alors peut-être un peu tiré par les cheveux, mais pour illustrer mon propos. Imaginons un chantier d'une taille suffisamment conséquente pour que le terrassement ou même la pose des fondations ait lieu un temps suffisamment long avant la pose de la couverture ou de tout autre lot. La question est de savoir, est-ce que pour vous, l'absence en quelque sorte de concomitance de réalisation des lots différents empêche toute action de concert et donc toute situation de co-traitance, ou, pour reprendre l'idée de la tuile, au final, comme l'opération est unique, le fait que les fondations aient été posées, je vous dis n'importe quoi, en 2023 et la couverture en 2025, il y a quand même une possibilité d'action de concert, alors même que les entreprises qui ont réalisé ces deux lots ne se connaissent éventuellement même pas. Et imaginons que derrière la réalisation de la couverture est confiée à une société qui est désignée largement après la fin des travaux de gros œuvres. Ah, c'est une très bonne observation, la chronologie des travaux. Hein. Et je vous avoue qu'on n'y a pas pensé. Alors, a priori, celui qui intervient longtemps après ou un temps suffisamment après, il n'y a pas cette concomitance, cette concertation, cette coordination qui suppose qu'on travaille en même temps sur le chantier. D'un autre côté, celui qui intervient après et qui a un doute sur la façon dont il va faire son travail au regard de la partie exécutée il y a plusieurs mois par l'autre, avec notre texte, pourrait considérer
qu'il aurait une obligation, un peu comme l'obligation de se renseigner dans l'ordonnance de 2016 ayant codifié la jurisprudence, qu'il aurait une obligation de prendre contact avec l'entrepreneur qui a terminé son travail. Voilà. Mais la chronologie est une bonne question. Par rapport à la position de la DACS, si j'ai bien compris, comment ils peuvent expliquer qu'on ne peut pas revenir sur l'ordonnance de 2016 alors même que quand on l'a ratifiée, on a fait des modifications. J'ai du mal à saisir cette position. Oh, c'est de la sociologie encore. Je n'ai pas compris moi non plus cette sorte de sacralisation de l'ordonnance de 2016. Alors on a pu, par exemple, j'avais énormément poussé, là je peux vous le dire aussi sans violer la confidentialité, l'ordonnance de 2016 s'est emparée dans 2 malheureux articles très mal rédigés et codifiant la jurisprudence de la promesse et du pacte de préférence. Donc rien, une définition et le reste, aucun régime. Et donc on a poussé, il a fallu, alors j'ai beaucoup poussé et puis j'ai été soutenu par mes camarades pour qu'on puisse mettre quelques articles et encore, pas suffisamment, sur ce domaine des avant-contrats, enfin dans toutes les matières. Sont absolument essentiels. Il y a d'autres cas où on n'y est pas arrivé, c'était moi surtout qui voulais revoir, parce qu'il y a un certain nombre de choses dans l'ordonnance de 2016. Alors vous avez raison, en plus ça n'est qu'une ordonnance, et effectivement qui a reçu des modifications par la loi de ratification, mais ils étaient très attachés au droit commun, au droit commun des obligations, les contrats spéciaux ne devant pas revenir sur les solutions du droit commun. Et on a bataillé sur la plupart des contrats. Par exemple, le mandat, moi je me suis beaucoup occupé du mandat aussi, il y a des dispositions sur la représentation conventionnelle. La représentation conventionnelle s'appelle le mandat, et qui ne sont pas très bien faites et qui étaient très incomplètes. Donc même chose. Heureusement, on a le principe, la loi spéciale déroge au droit général. Donc c'est un peu comme ça qu'on a pu s'en sortir sur un certain nombre de situations. Mais ça n'a pas été facile. Bonjour. C'était par rapport à la notion de l'article 1793 sur le prix qui ne pourra pas être l'augmentation on disait qu'en cas d'augmentation du coût des matériaux ou de la main-d'œuvre, il ne pourrait pas y avoir de modification, donc la notion de marché à forfait, mais ça ne sera pas d'ordre public. On peut très bien, du fait de la révision de prix, par exemple la norme AFNOR, si on l'applique, permet de réviser les prix et de tenir compte. D'ailleurs, on a des prix à marché à prix, on fixe un indice et après il y a des révisions, et puis on peut aussi déroger à l'imprévision. Donc tout ça n'est que laissé à l'appréciation et à la liberté contractuelle, et que ça n'empêche pas d'accepter la révision, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Il y a d'un côté, il y a un article qui nous dit on ne peut pas, et d'un autre on a un article dans le Code civil qui a fait une révolution, notamment pour les marchés d'entreprise, qui permet justement de procéder à la révision des marchés, notamment pour tenir compte de l'augmentation de l'inflation, ce genre de choses. Donc c'est un point important, me semble-t-il. Parce que moi, qui rédige des CCAP pour mes clients, je suis confrontée à ce dilemme de savoir qu'est-ce qu'on fait. Et qu'on a vu avec le Covid, et là, avec les problèmes actuels, c'est un vrai débat. Donc, je ne sais pas si on y a tenu compte, on a réfléchi à cette... On a réfléchi assez rapidement, puisque vous avez vu qu'on a reconduit... On a reconduit l'essentiel. En revanche, autre philosophie, même philosophie de la Commission dans l'esprit de liberté contractuelle, et Stoffelman qui était très attaché à ça aussi, le supplétif l'emporte sur l'impératif dans le projet. D'accord, ok. Voilà. Donc, mais là, je veux dire, la révision, l'imprévision, quand on y déroge, on est sur des articles généraux du Code civil. Donc, si là, cet article-là, 1793, on va considérer qu'il sera spécial, donc on ne pourra plus réviser du tout, alors qu'on pousse les constructeurs souvent à se référer à la norme AFNOR, qui est quand même issue d'un travail de tous les intervenants. Je veux dire, là, c'est une grosse révolution, quoi. Non ? Je veux dire, si on considère que l'article 1793
si on considère que l'article 1793 est un article d'ordre spécial, il va suppléer, il va déroger à ce que nous connaissons qui aujourd'hui nous permet de réviser des prix ou notamment d'adhérer à la norme AFNOR. Donc en fait, on se trouve bloqué pour nos maîtres d'ouvrage ou les entreprises. Où serait le changement considérable dans le texte tel qu'il ressort du projet qui vous empêcherait de contractualiser dans un certain nombre de cas? On ne pourrait plus réviser les prix, par exemple. Ouais, Par exemple, on contracte avant la guerre en Ukraine. Et là, aujourd'hui, on se retrouve avec des problématiques d'augmentation du prix. J'entends, mais en quoi est-ce que notre texte puisque votre texte sera du droit spécial et qui va le primer sur le droit général, si je comprends bien. Certes, mais ça n'est que la reprise de l'ancien droit spécial. Il n'est pas d'ordre public. On pourra le soumettre à la liberté des parties et donc faire en sorte que, sauf disposition contraire, c'est ça qu'il faudrait peut-être donner de la souplesse au texte pour pas qu'il y ait encore un débat juridique là-dessus. Sauf disposition contraire entre les parties, on considère que c'est un forfait, ça bouge pas. Mais si les parties veulent aller vers l'imprévision, prendre l'article qui permet la révision de prix ou l'imprévision pour augmentation, voilà. Mais là, de la façon dont c'est rédigé, ça peut... Selon moi, en tant que praticienne dans la rédaction des documents contractuels pour mes clients. Oui. Je suis désolée. Non, vous avez... J'en ai d'autres, des comme ça. Ce qui me gêne, c'est qu'on a fait du droit constant. Hein. Donc je ne vois pas la révolution qu'on a introduite puisqu'on a fait du droit constant sur 1793. Ces articles-là, en fait, on était sur des droits... la difficulté, c'est que vous nous dites que ça va être du droit spécial. Et donc ça va... Non, mais c'est du droit constant, du droit spécial. Donc à partir du moment où cette pratique... que vous aviez, qui est parfaitement légitime. Oui, mais là, dans cet article-là, on précise vraiment l'augmentation. Non, on est rentré dans un degré de détail. Moi, j'ai pas souvenir de... Alors, je reprends d'ailleurs le booklet, là, notre commentaire, reprise à droit constant. La rédaction, si c'est le changement ou l'augmentation n'ont pas été autorisée par écrit, c'est peut-être ça qui nous dérange. Savoir sur la temporalité. C'est toujours écrit, puisque la norme maintenant, elle est contractualisée. Oui. Mais est-ce que c'est la temporalité, est-ce que c'est avant celle prévue à l'initio, ou est-ce que ça peut être... Mais la question... Oui. Postérieurement. Ça ne change rien. Ah, je contractuel. En tout cas, ça a donné lieu à interprétation, parce qu'on ne partage pas les mêmes lectures. En tout cas, ce qui est clair, c'est que sur 1793, et on a conservé même le numéro, on n'a pas voulu changer, bouleverser les choses. Hein. Donc ça ne va pas remettre en cause ce que vous nous dites. D'accord. Autre point, c'est sur les réserves du maître de l'entrepreneur. Il y a une jurisprudence actuelle qui dit que lorsque un maître d'ouvrage s'immisce, pour vraiment être exonéré, pour être exonéré de son éventuelle part de responsabilité pour s'être immiscé, il faut effectivement que l'entreprise ne peut pas se contenter que de faire de réserves. Il faut qu'elle explique au maître d'ouvrage les conséquences du manquement, les conséquences qu'entraîne le fait de... On n'est pas aux États-Unis, là. Non. Mais c'est la jurisprudence actuelle. Oui, mais la jurisprudence peut évoluer ou être elle-même retoquée. Les réserves, ça n'est pas une explication de texte, ni une façon de se décharger de sa responsabilité en bonne et due forme sur plusieurs pages. Donc là encore, la notion de réserve est un standard suffisamment souple. Évidemment, la réserve suppose une motivation, mais pas juste « je réserve ». Il faut motiver, mais... pas de la façon dont vous décrivez au regard des arrêts qui ont pu être rendus et qui sont allés trop loin. Non. Vous avez une question, Anne La question aujourd'hui, c'est sur l'articulation entre imprévision et marché à forfait. Vous avez déjà à peu près répondu. Néanmoins, même si c'est une réforme à droit constant, actuellement, on rend compte des difficultés. Et donc, peut-être pour reformuler ce que disait ma consoeur, est-ce qu'il est prévu de préciser quelque part dans le nouveau texte l'articulation qui se fera entre 1195 et 1793 Alors on a exclu, je commence à fatiguer un petit peu, on a exclu 1195 quelque part. On l'a exclu quelque part, mais c'est pas sur 1793. On l'a exclu quelque part, je sais plus. Quoi qu'il en soit,
1793, c'est le droit spécial, et la loi spéciale peut déroger au droit commun. Donc je refais ma réponse, puisque ça a l'air de vous frapper. 1, le droit spécial déroge au droit commun, et 2, c'est une reprise à droit constant. C'est 1761. Merci. Merci beaucoup. Une dernière question ? Voilà, 1761. Les parties peuvent convenir. Alors, donc 1761, les parties peuvent convenir d'un prix forfaitaire, auquel cas l'article 1195 est sans application. Et je me tortille à nouveau sur ma chaise. C'est vrai que l'articulation entre 1761 et 1793 n'est pas exceptionnelle. Je voulais ouvrir le débat un peu vers la modernité. Donc, maquette numérique. Donc, vous restez dans une définition assez traditionnelle, maître d'œuvre, maître d'ouvrage. Or, des façons de construire aujourd'hui, pour créer des rôles comme BIM manager, etc., qui sont à la limite entre les deux. Et comment est-ce qu'on va régler ces conflits-là dans l'avenir? Pour l'assurance, est-ce que ça veut dire que des projets qu'on fait en maquette électronique, il faut créer une police unique de chantier, par exemple, pour couvrir les responsabilités de tous les intervenants? Concrètement, comment est-ce qu'on aborde ces questions-là? On a, je répète, on a donné un cadre général, d'où le plan. Alors, je n'ai pas évoqué le plan tout à l'heure, je l'ai noté quelque part. Vous voyez, on a fait chapitre 1er, disposition commune, chapitre 2, dispositions propres à certains contrats d'entreprise, section 1, entreprise mobilière, section 2, contrat de construction. Donc en réalité, selon que vous utilisez les dispositions communes, toutes sortes de situations contractuelles pourront, y compris les plus modernes, les plus actuelles, pourront rentrer dans le contrat, dans les règles du contrat d'entreprise, qui sont quand même un peu plus complètes que ce que nous ont laissé Potier et Portalis. Et puis, si c'est de l'entreprise mobilière, il y aura les dispositions du contrat mobilier. Voilà, on a créé une sorte de pyramide, et puis un pari sur l'avenir. C'est vous qui ferez venir nos textes. Alors moi, j'ai une dernière question. On voit qu'il y a quand même pas mal de questions qui se posent, et nous, demain ou après-demain, on va devoir pratiquer et plaider et conseiller. Est-ce que quand on a participé à la commission, on a le droit de faire des consultations si les avocats ont des problèmes sur ces sujets-là? Ça sera ma question de la fin. Ah, mais ma chère Juliette, et comment? Il n'y a pas du tout il n'y a aucun problème. Non. Je pense que même les juges vont se faire des sacrés nœuds au cerveau pour interpréter les choses. Non, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Parfait. Donc les membres de la commission sont tout à fait libres, d'autant plus que il y a eu quand même pas mal on a publié pas mal de choses, d'extraits des procès-verbaux, etc. Donc tout ça est transparent. Très bien. Merci. Bonne soirée, à très bientôt.